La richesse en fait au cœur de la DIRA est autour du partage, on l'a vu, autour de l'échange. Vous pourrez échanger d'ailleurs et partager avec tous nos intervenants tout à l'heure pendant le cocktail, mais c'est aussi l'analyse. Je sais que Marie-Josée, dans son parcours chez vous, a toujours eu à cœur de vous faire rencontrer des personnalités qui finalement vous tirent vers le haut, nous tirent vers le haut, nous permettent d'appuyer sur pause parfois et d'avoir un autre regard. Elle nous a gâtés ce soir avec le CA, avec Henri Linière aussi, en nous offrant l'intervention d'un intervenant qui lui aussi va nous permettre d'analyser beaucoup de choses et d'apprécier certains sujets. On va aller assez loin puisque pour ce cinquantenaire, on va accueillir un scientifique qui travaille sur l'homme de demain, réparé, augmenté ou remplacé par on ne sait quel cyborg, issu de la mouvance post-humanisme. Vous comprenez déjà le sujet de philosophie pour le baccalauréat l'année prochaine. Il est chercheur au CNRS, il communique sur rêve, sommeil et mémoire. Je ne vous en dis pas plus, il va vous en dire beaucoup plus. Votre invité, mesdames et messieurs, c'est Karim Benchenan. Applaudissez-le, s'il vous plaît, il vient nous rejoindre. Bonsoir Karim, bienvenue. Bienvenue, on a hâte de vous écouter et d'en apprendre beaucoup plus. Bonjour, bonjour à tous. Et merci à Marie-Josée de m'avoir permis de présenter mes travaux. Et effectivement, je vais vous parler d'hommes augmentés, ou plutôt de souris augmentées, parce qu'on essaie de comprendre ce qui se passe en travaillant chez les rongeurs. Et plus précisément, d'essayer de comprendre comment fonctionne la mémoire. Et je vais vous montrer que pour essayer de comprendre la mémoire, en fait, on a souvent besoin de travailler sur le sommeil et notamment sur les rêves. Donc en fait, la manipulation des rêves, c'est quelque chose qui est assez commun dans la science-fiction ou dans la littérature. Et le dernier film de Christopher Nolan, Inception, en parle explicitement. Et la question, c'est est-ce que réellement on peut manipuler les rêves, les souvenirs pendant le sommeil? Et est-ce qu'on peut le faire avec les nouvelles technologies des interfaces cerveau-machine? Donc tout d'abord, pour manipuler la mémoire, et pendant le sommeil, il faut savoir comment fonctionne la mémoire. Et comme toutes les nouvelles technologies, en fait, ça se bâtit sur des choses qui sont relativement anciennes. Et en fait, la plupart des choses qu'on connaît sur la mémoire, en fait, ça date des années 50. Et notamment, il y a une expérience qui a été extrêmement importante, c'est l'expérience donc de l'étude du cas Henri Molaison, qui était une personne qui souffrait de crises d'épilepsie extrêmement sévères. Et pour le soigner, on a dû lui enlever la partie du cerveau où les crises d'épilepsie commençaient. Cette partie du cerveau s'appelle l'hippocampe. Et en fait, ça a parfaitement marché parce que Henri Molaison n'a plus jamais fait de crise d'épilepsie. Il y a eu un tout petit problème, c'est qu'il est devenu complètement amnésique. Et donc on appelle l'hippocampe parce que c'est la partie jaune dans le cerveau, c'est à l'intérieur de votre lobe temporal. Et en gros, quand on l'enlève, ça a une forme d'hippocampe. Et si vous voulez savoir ce que c'est un homme amnésique dû à une lésion de l'hippocampe, vous pouvez regarder un autre film de Christopher Nolan qui s'appelle Memento. Et en fait, il a été fait et il a été conseillé par les meilleurs neurobiologistes au monde. Et vraiment, tout ce que vous voyez dans ce film-là, les déficits liés à une lésion de l'hippocampe et à une amnésie, c'est parfaitement ce qu'on observe physiologiquement. Et il y avait un petit problème, donc il était devenu amnésique, donc il a été étudié par de nombreux spécialistes tout au long de sa vie, il s'en est jamais souvenu. Et il y a une chose qui était particulière, c'est-à-dire que si vous discutiez avec lui pendant 10 minutes, enfin 5 minutes, vous ne voyez aucune différence. Son QI était parfaitement préservé. Par contre, si vous sortez de la salle et que vous reveniez, il a tout oublié. C'est-à-dire qu'il n'a jamais pu se souvenir du médecin qui l'a soigné pendant toute sa vie. Et donc, si vous lui apprenez une liste de mots, il les oublie au bout de 5 minutes. Par contre, une expérience qui a été très surprenante, c'est que, par exemple, si on fait une expérience un peu plus motrice, par exemple, dessiner sur une étoile avec un stylo, mais sans voir sa main, vous voyez votre main dans un miroir. Si on fait ça sur moi, sur vous, vous mettez quelques jours à le faire parfaitement parce que tout est inversé, donc il faut un peu d'apprentissage. Eh bien, Henri Molaison avait exactement la même courbe d'apprentissage. C'est-à-dire que le 3e jour, il faisait parfaitement. Par contre, si vous lui demandez est-ce que tu as déjà fait cette tâche avant, il a dit non, c'est la première fois. Et donc, ça a vraiment montré pour la première fois qu'il y avait différentes formes de mémoire. Donc, il n'y a pas une mémoire, mais il y a, par exemple, là,
une mémoire motrice. Il y a également une autre forme de mémoire qui est, et d'ailleurs c'est exactement décrit dans le film Memento, qui est si le médecin serrait la main Henri Molaison tous les jours avec une aiguille dans la manche, au bout de quelques jours, Henri Molaison arrêtait de serrer la main. Par contre, il ne savait pas pourquoi. Et donc ça, c'est un autre type de mémoire qui est plus une mémoire de conditionnement, qui est encore une fois une mémoire que l'on peut créer sans en avoir conscience. Et donc ça aboutit les chercheurs à considérer qu'il y a deux grandes formes de mémoire. Il y a les formes qu'on appelle les mémoires explicites, donc qui sont verbalisables, qui sont conscientes, donc soit sémantiques comme Paris est la capitale de la France, soit épisodiques, vos vacances cet été. Et il y a une mémoire qu'on appelle implicite, qui là ne dépend pas de votre conscience. C'est-à-dire que c'est des mémoires qu'on peut faire par des stimulations subliminales ou par des choses qui sont totalement automatisées. Et donc tout ce qui est faire du vélo, tout ce qui est moteur, ou tout ce qui est conditionnement simple. Et donc ça, dans les deux types de mémoire, l'hippocampe est important uniquement pour la mémoire explicite. Et donc pour reprendre l'exemple du football, puisque Jean-Michel Aulas devait être présent, on voit une grande différence quand un footballeur en fait doit marquer un but dans une action, où c'est rapide, où tout est fait de façon totalement automatisée, et lorsqu'il doit réfléchir pour tirer un penalty, parce que ce n'est pas les mêmes structures cérébrales qui fonctionnent. Et donc, il y a une interaction entre ces deux systèmes, un système qui est très lent à apprendre, mais qui devient automatisé et qui est rapide, et un système explicite qui, lui, est très lent en termes de fonctionnement et qui dépend de structures de vraiment très haut niveau. Et donc, savoir que l'hippocampe est important dans ces structures, quand on veut vraiment essayer de manipuler finement les souvenirs, ben ça ne suffit pas. Parce qu'en fait, le cerveau, c'est quoi? Le cerveau, c'est juste un ensemble de neurones qui communiquent entre eux par des synapses. C'est la seule chose que le cerveau fait. Donc l'analogie avec les réseaux de neurones artificiels est parfaite. C'est-à-dire qu'il y a des neurones qui reçoivent des informations 1, 0. La seule chose qu'on ne connaît pas, nous, c'est les règles d'apprentissage des neurones physiologiquement. C'est-à-dire qu'on fait des règles qui marchent dans les réseaux de neurones artificiels, ce n'est pas du tout ce qui se passe dans le cerveau. Donc là, on peut maintenant enregistrer l'activité des neurones et regarder ce qui se passe, même chez l'homme, où on va implanter une électrode dans le cerveau d'un patient avant une chirurgie pour lui enlever des parties où il y a une tumeur, où il y a des épilepsies. Et si on montre plein de photos à ce sujet, ben ce qu'on voit, c'est qu'il y a des neurones qui sont actifs, un neurone qui est actif quand on montre une photo de Jennifer Aniston. C'est complètement silencieux pour tout le reste, mais le neurone est actif pour Jennifer Aniston. On peut également montrer un autre neurone, différentes photos, et là vous allez voir un neurone qui est actif quand on montre des photos de Halle Berry. Mais également quand vous montrez des photos de Catwoman. Et vous ne pouvez pas reconnaître Halle Berry dans cette fonction, mais vous savez que Halle Berry a joué dans le film Catwoman. Et donc là, on a vraiment un support biologique, on a des neurones qui sont actifs pour le concept sémantique Halle Berry. Le neurone est même actif quand on montre le nom Halle Berry à l'écran ou quand on prononce le mot. Et donc on peut continuer à poser ces questions-là. Et par exemple, on montre des films, et par exemple, on va avoir un neurone qui est actif quand à l'écran, vous voyez Tom Cruise. Et on peut demander au sujet, une heure après, quels sont les films qu'on vous a présentés. Et au moment où le sujet dit « Ah oui, j'ai vu un film avec Tom Cruise », le neurone est actif. Donc en enregistrant l'activité de ce neurone, on est capable de savoir quand vous voyez Tom Cruise ou bien quand vous pensez à Tom Cruise. Alors bien sûr, ça paraît un petit peu magique comme ça, et à chaque fois qu'on vous présente des résultats où on vous parle de neuromanagement, neuroéducation, etc., il y a toujours un moment où c'est un petit peu plus compliqué. En fait, par exemple, là, vous avez le neurone Luke Skywalker, qui n'est actif que lorsqu'on présente des photos de Luke Skywalker, mais vous voyez que le neurone est également actif quand on présente une image de Yoda. Donc c'est pas aussi précis, en fait c'est un codage dans le cerveau, c'est des codages combinatoires qui sont relativement complexes. Et donc par exemple vous avez un ensemble de neurones spécifiques pour Luke Skywalker, mais vous voyez que les deux neurones bleus ils sont aussi spécifiques de Yoda. Donc en fait ce code neural, on utilise pour le décoder exactement les mêmes outils que les gens qui font du big data ou qui font du machine learning utilisent pour trouver du sens dans des grands ensembles de données.
On fait exactement la même chose, on utilise les mêmes outils pour essayer de comprendre le fonctionnement du cerveau. Et donc, pourquoi je vous ai parlé de rêve? Eh bien parce que pour décoder ce code, il faut enregistrer énormément de neurones, et ce n'est pas possible chez l'homme. Alors on essaie de comprendre ce qui se passe en regardant l'activité des neurones sur des souris qui essaient de retrouver leur chemin dans un labyrinthe. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que quand on enregistre l'activité dans l'hippocampe, pour les souris, il n'y a pas de Jennifer Aniston, mais il y a des neurones qu'on appelle les cellules de lieu. C'est-à-dire qu'il y a des neurones, et ça marche chez l'homme également, des neurones sont actifs quand, par exemple, je suis ici sur l'estrade. Et d'autres neurones vont être actifs quand je suis ici. Et donc, on le représente par des taches rouges. Là, on met l'animal dans une petite boîte carrée, et il y a des endroits où un neurone va être extrêmement actif, et des endroits où il est silencieux. Et en enregistrant l'activité de tous ces neurones, eh ben, je peux savoir exactement où se trouve l'animal. Et par exemple, ici, ce que vous voyez, c'est ce qu'on a fait au laboratoire. Donc on a mis l'animal dans un labyrinthe. La croix rouge, c'est la position réelle de l'animal. Et les points bleus, c'est la position qu'on a décodée avec du machine learning, uniquement avec l'activité des neurones. Et ce que vous voyez, c'est qu'on arrive à prédire sa position. Et on arrive même à le prédire pendant que l'animal se déplace. D'accord ? Donc en fait, moi, je n'ai pas besoin de regarder la vidéo pour savoir où se trouve l'animal. J'ai juste besoin de regarder l'activité des neurones. Et en fait, si vous regardez très précisément, à certains moments, on arrive à décoder une position qui ne correspond pas à la position réelle de l'animal. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Là, des fois, on décode ce genre de pattern. Et en fait, une des questions, c'est la souris est dans le bras en haut, et en fait, on décode comme une trajectoire. Et la question qu'on aimerait savoir, c'est est-ce qu'on est en train de décoder l'intention de la souris? Et donc on peut juste regarder ce que la souris fait, et la souris effectivement fait cette trajectoire. Mais en fait, on ne peut pas vraiment être sûr de cette prédiction. On ne peut pas être sûr parce qu'on ne peut pas poser la question à la souris, est-ce que tu es en train de penser à Tom Cruise? Et donc, ce qu'on essaie de faire, c'est justement, mon laboratoire, on essaie de répondre à cette question. À quoi la souris est en train de penser? Mais il faut faire attention parce que ce que je vous ai montré ici, ce n'est rien de plus qu'une corrélation. Je suis ici, il y a des neurones qui sont actifs. Et pour simplement rafraîchir la différence entre corrélation et causalité, ici vous voyez la corrélation entre la consommation de chocolat dans un pays et le nombre de prix Nobel dans un pays. Alors, il y a un chercheur qui a essayé de faire l'expérience en demandant au prix Nobel la consommation de chocolat, ça ne marche pas du tout. D'accord ? Donc, il faut qu'on trouve un moyen de mieux manipuler le système pour essayer de montrer non plus la corrélation, mais la causalité. Et là, c'est à ce moment que le sommeil est intéressant. Parce que lorsqu'on a fait des expériences et qu'on a regardé l'activité des cellules de lieu, eh ben, lorsque l'animal dormait, on voyait l'activité des cellules de lieu s'activer comme s'il était en train de rêver les trajectoires. Et c'est ce qu'on peut voir dans ce schéma. Si on met l'animal dans un couloir et qu'on enregistre par exemple 4 neurones, on aura toujours le neurone 1 qui est actif, puis le neurone 2, puis le neurone 3, puis le neurone 4, en séquence. Et si on fait dormir l'animal juste après l'exploration de cet environnement, eh ben, on voit que les mêmes neurones sont rejoués exactement dans le même ordre. Et donc c'est vraiment comme si le cerveau rejouait les apprentissages pendant le sommeil, après avoir appris quelque chose une fois éveillé. Donc c'est vraiment le remède de grand-mère, il faut apprendre ses leçons avant de se coucher. Donc j'ai jamais cru, et finalement j'arrive à travailler sur ce processus. Et donc c'est comme si les réactivations pendant le sommeil agissaient comme la répétition dans un apprentissage classique. Et c'est d'ailleurs de plus en plus utilisé en robotique pour utiliser les temps de recharge des robots pour rejouer les apprentissages et améliorer les performances des robots. Et donc on a essayé d'utiliser ce processus, mais ce qu'on voudrait, c'est supprimer les réactivations pour être sûr que les réactivations sont importantes pour l'apprentissage. Alors c'est un petit peu compliqué parce que pour les supprimer, il faut les observer. Une fois que l'on les a observés, c'est trop tard pour les supprimer. Donc en fait, on a fait exactement l'inverse. Ce qu'on a fait, c'est au lieu de supprimer un apprentissage pour voir si les phénomènes qu'on observe sont importants, on a essayé d'utiliser les réactivations du sommeil pour créer une nouvelle association artificielle.
Donc pour ça, comment on fait? Parce que en règle générale, c'est on donne un petit bout de chocolat à un endroit dans le labyrinthe pour la souris. Mais en fait, comment on fait pour donner une récompense à une souris qui est en train de dormir? Et bien en fait, le cerveau, c'est une activité électrique, donc il suffit d'implanter une électrode de stimulation dans le cerveau de la souris et de stimuler dans la région du plaisir. Et on peut donner des récompenses à la souris quand elle dort. Et donc si par exemple, si on fait des stimulations quand la souris est en haut à gauche dans cet environnement, et bien la souris va associer ce lieu à une récompense. D'accord? Donc c'est le conditionnement de place classique. Et encore une fois, on n'invente rien puisque ça a été fait dès les années 50. Mais maintenant, en fait, si j'utilise une cellule de lieu et que je suis capable, avec une interface cerveau-machine, à décoder en temps réel quand ce neurone est actif, bah, le neurone sera actif tout le temps quand l'animal est sur la partie droite de l'environnement. Et donc si mon interface cerveau-machine déclenche une simulation de récompense quand j'ai une activité de ce neurone, j'aurai les mêmes stimulations au même endroit. Simplement, là, je peux donner une récompense à la souris, pas en fonction de sa position, mais en fonction de l'activité du neurone. Et alors, il me suffit d'utiliser un autre neurone, par exemple qui code pour le centre de l'environnement, et pendant le sommeil, quand ce neurone est actif, c'est-à-dire que quand la souris est en train de rêver au centre de l'environnement, je donne une récompense à la souris. Et la question, c'est que va faire la souris à son réveil? Donc c'est exactement l'expérience qu'on a faite. On a mis l'animal dans un environnement, donc il explore, donc vous voyez une carte de densité, donc c'est noir parce que l'exploration est homogène, et j'ai enregistré l'activité du neurone qui est active quand l'animal est en haut de l'environnement. Puis pendant le sommeil, on a une interface cerveau-machine qui, à chaque fois que le neurone est actif, donc à chaque fois que la souris rejoue le haut de l'environnement, donne une récompense. Puis on réveille la souris, on la remet dans l'environnement, et on voit que la souris va directement dans l'endroit qu'on a récompensé pendant son sommeil. Donc on a fait apprendre à la souris, pendant qu'elle dort, ici il y a une récompense. Donc qu'est-ce qu'on a fait dans cette expérience-là? Moi je sais exactement ce que j'ai fait. J'ai manipulé le système de sorte que j'ai donné une récompense à l'activité d'un neurone. Mais ce que j'ai créé au réveil de la souris, c'est une association entre une récompense et un lieu dans l'espace physique. Et ça me permet de donner une causalité entre l'activité de neurones et la représentation mentale de l'espace. Et en fait, ce n'est ni plus ni moins que demander à la souris « Est-ce que tu as rêvé de Tom Cruise ?» Donc on fait beaucoup d'expériences pour poser des questions relativement simples et on est content quand ça marche. Donc en fait, qu'est-ce que cette expérience nous montre? Ça nous montre que on peut créer des souvenirs artificiels pendant le sommeil. Alors plus précisément, on peut changer la valence émotionnelle d'un souvenir. C'est-à-dire que je ne peux pas vous faire apprendre l'anglais. Par contre, je peux utiliser un de vos souvenirs et le rendre plus positif, ou potentiellement le rendre plus négatif. Et ça montre également que les neurones, on a vraiment décodé l'activité des neurones, et on a vraiment décodé dans le cerveau le pattern d'activité neuronale qui correspond à la représentation de l'espace. Donc, c'est intéressant d'un point de vue fondamental, mais pratiquement, comment on pourrait l'utiliser? On essaie d'utiliser cette technologie pour essayer de proposer un nouveau traitement du stress post-traumatique. Le stress post-traumatique, c'est quoi? C'est quand vous allez associer une expérience à une réaction émotionnelle beaucoup trop forte. Donc en fait, on va par exemple associer une stimulation aversive à la souris quand elle est dans le bras ici à gauche. Puis pendant le sommeil, à chaque fois qu'elle rejoue cet événement, on va donner une stimulation de récompense positive. Et on va essayer d'inverser le stress post-traumatique en utilisant l'interface cerveau-machine pendant le sommeil. Ça permet d'éviter, par exemple, de demander au sujet, pour soigner le post-traumatique, de repenser à l'expérience traumatisante pour essayer de les mettre dans un cadre plus confortable et plus apaisant. Parce que ça, c'est extrêmement stressant. Vous n'avez juste qu'à imaginer les personnes qui souffrent de stress post-traumatique après le Bataclan. Et donc, comment on pourrait faire ça chez l'homme? Tout ce que je vous ai montré pour l'instant, c'est chez la souris. Et là, en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est de décoder l'activité chez l'homme. Par exemple, si on met un sujet dans un IRM fonctionnel et qu'on montre énormément de films, on va utiliser des algorithmes de machine learning pour faire apprendre à l'algorithme de faire le lien entre l'activité cérébrale et les films qu'on lui a présentés.
Puis après, on présente un film que le sujet n'a jamais vu. Donc par exemple, le film en bas à droite, en bas à gauche, pardon. Et en bas à droite, c'est l'image que l'on reconstruit uniquement avec les données cérébrales. Et ce que vous pouvez voir, c'est qu'on commence vraiment à pouvoir décoder l'information dans le cerveau qui correspond à ce que vous êtes en train de voir. Et l'image en haut, c'est une information qui a été décodée pendant votre sommeil. D'accord ? Donc l'idée, c'est de développer des algorithmes qui permettent de décoder ces informations-là pour identifier pendant le sommeil quand vous pensez à une expérience traumatisante et essayer de l'inverser. Donc voilà les activités que l'on est en train de faire. On essaie de développer des interfaces cerveau-machine pour manipuler les souvenirs pendant le sommeil afin de mieux comprendre la mémoire et également essayer de soigner le stress post-traumatique. Donc je vous remercie de votre attention et je voulais aussi remercier les sponsors qui ont financé ce travail. Je vous remercie. Alors déjà, merci beaucoup Karim. On cherche des cobayes qui acceptent d'avoir des électrodes dans le cerveau demain quand ils vont raconter au bureau qu'ils ont assisté à une conférence sur la souris qui pense à Tom Cruise, pour voir demain comment vos collègues vont réagir. On est évidemment tous très attentifs à ces sujets, passionnants bien sûr. Pour aller un peu plus loin sur les questions qui peuvent animer la DIRA et les questions que se sont posées les membres du conseil d'administration, notamment quand ils ont préparé cette rencontre, c'était finalement aussi sur demain, l'homme sera-t-il réparé? Qu'est-ce qu'on peut imaginer là-dessus? Alors, demain, l'homme réparé, c'est quasiment aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a énormément de choses que l'on est capable de faire avec des interfaces cerveau-machine. À Lyon, juste à côté, il y a un pôle qui est très important pour essayer de faire contrôler des exosquelettes à des gens paralysés en implantant des électrodes. Donc il y a énormément de choses qui commencent à être accessibles. Il y a par exemple dès 2002 et 2006, on a implanté des électrodes chez des patients tétraplégiques pour qu'ils puissent manipuler des télécommandes sur un ordinateur ou bien dernièrement plus contrôler directement un bras robotisé et pouvoir boire un café. Donc c'est des choses qui marchent, c'est des choses qui marchent en termes de recherche. Mais le vrai challenge qui est un challenge technologique, c'est de le faire marcher dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'on peut réussir à le faire marcher dès maintenant avec une équipe de 15 ingénieurs et les meilleurs laboratoires au monde pour un sujet. La question, c'est comment l'automatiser et comment faire que ça marche de façon extrêmement reproductible et efficace dans la vie de tous les jours. Et après, on pourra réparer les meilleures options, c'est tout ce qui est moteur, ce qui est visuel ou auditif. Par exemple, il y a 1500 sujets par an qui ont des prothèses auditives avec des implants cochléaires. D'accord. Ce qui est beaucoup plus compliqué, par contre, c'est par exemple télécharger son ordinateur dans un cerveau, ce qui est le projet d'Elon Musk. Donc c'est bien pour lever énormément d'argent, mais pour l'instant, en fait, dans certains cas, on sait comment faire, on a besoin d'outils technologiques pour le faire mieux, mais télécharger son cerveau dans un ordinateur, pour l'instant, c'est juste de la science-fiction. Ça m'amène à la question d'après que l'on peut vous poser parfois. L'homme demain sera-t-il augmenté en prenant le risque d'avoir des nouvelles inégalités sociales? Bon, les inégalités sociales, c'est déjà le cas. Le vrai problème, c'est ces technologies sont développées dans le système médical qui a vocation de soigner les gens. Donc, c'est une question qui doit être posée au comité d'éthique. Mais je pense qu'à partir du moment où ce sera réalisable, les gens vont le faire. La vraie limite, c'est quand même l'implantation d'électrodes dans le cerveau. Je pense qu'il y a quand même un petit gap à passer parce que les chirurgies sont très dangereuses. Il y a des problèmes d'infection. Donc on a encore un petit peu de marge, mais il faudra faire attention. Et dernier sujet, mais auquel ils sont peut-être confrontés déjà dans certains domaines, et que l'on doit vous poser toujours sur la question de l'éthique. Finalement, tout ce dont vous nous parlez ce soir, est-ce que ça peut être manipulé demain aussi à notre insu? En fait, c'est toujours la peur que l'on a avec des technologies qu'on ne comprend pas. Par exemple, l'expérience où on arrive à décoder les pensées des sujets avec un IRM fonctionnel,
En fait, ça ne marche que si je vous présente les films pendant 4 heures, d'accord? Et je cherche des choses à décoder. Et après, je peux décoder cette information et ça ne marche que sur vous-même, d'accord? Et ça ne marche que sur vous quelques heures ou quelques jours après où j'ai fait l'encodage. Donc en fait, ça reste extrêmement difficile à réaliser et c'est pas possible de le faire à votre insu. C'est-à-dire qu'on est obligé de faire cette phase de calibration. C'est comme le machine learning, c'est-à-dire que le one-shot learning, ça reste très 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 difficile à réaliser. Il faut des très longs apprentissages pour avoir quelque chose d'efficace. Votre partage de savoir ce soir était un joli cadeau. Je voudrais que l'on applaudisse votre invité, Karim Benchenan, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Le micro. Avec une dernière question, parce qu'évidemment on est super frustré. Vous faites des interventions d'entreprise, vous êtes l'un des conférenciers les plus demandés aujourd'hui. Demain, dans mon entreprise, j'ai envie de vous faire intervenir. C'est sur le partage de données, c'est sur les biotechnologies. Sur quelle thématique vous venez me voir ou mes collaborateurs pour apprendre plus? En fait, je fais beaucoup sur les traitements des données, parce que par exemple, j'avais fait une conférence dans une entreprise qui faisait du data mining et du machine learning. Oui. Et en fait, j'avais fait une conférence où j'avais utilisé leur propre algorithme sur les données de neurones. Et en fait, on voit qu'on utilise des algorithmes relativement proches et avec des convergences. Le PDG m'avait juste demandé de bien préciser à ses collaborateurs combien je gagnais à la fin de la discussion pour être sûr qu'ils ne viennent pas travailler chez moi. Évidemment. Merci beaucoup. Karim Benchenan, s'il vous plaît, qui était notre invité ce soir. Merci infiniment, cher Karim.